Alors, il va falloir que je vous raconte ce que c'est que ce meet-up et comment ça marche. Parce que si vous avez déjà participé à des meet-up, généralement c'est différent. Et qui parmi vous a déjà participé à des meet-up? Est-ce que je peux voir des mains levées? D'accord, donc vous êtes des gros habitués de meet-up. Qui parmi vous est nouveau sur ce meet-up, ce Soir Championship, n'y a jamais participé? Ok, une bonne part, vraiment, vous êtes les bienvenus. C'est super cool, parce que ce meet-up, en fait, est dans un format qui est assez différent. Dans ce meet-up, en fait, on va vous proposer de se rencontrer sur une espèce de thématique autour de la manière de travailler sur du soft, sur une espèce de thématique autour de l'approche professionnelle qu'on peut avoir autour du soft, et sur le fait de dire que moi je suis développeur depuis 30 ans, je suis débutant depuis 30 ans, et j'aime bien continuer à débuter, et j'ai plein de trucs à apprendre, alors du coup je viens participer à des meet-ups comme celui-ci pour apprendre, pour continuer à apprendre tout le temps. Et en fait, c'est pour ça que j'ai envie de faire ça et c'est pour ça que j'aime bien participer à cette action qui consiste à regrouper du monde. Dans ce meet-up, en fait, on va vivre plusieurs temps. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer ce soir. Je n'ai aucune idée de ce qu'on va se raconter ce soir. Et en fait, ça va être émergent, ça va venir de nous, ça va nous rester et on va vivre un truc ensemble. Et ça, moi, j'aime bien. Tout ce que je sais, c'est qu'en fait, là, c'est le début. À 22h, ce sera la fin. Entre le début et la fin, on va vivre 3 temps. Le premier temps, c'est qu'en fait, je vais vous donner la parole et je vais vous proposer en fait de venir prendre la parole pour partager sur des sujets qui sont liés à notre profession, qui peuvent être sociétales, qui peuvent être sur du code, qui peuvent être sur des bonnes pratiques. Et sur ces sujets-là, en fait, je vais vous donner juste quelques minutes. Ça peut être un cri du cœur, ça peut être j'adore telle nouvelle libre, ça peut être un talk de courte durée sur lequel vous avez envie de parler un petit temps, de manière à partager entre nous. Okay, ça, en fait, ça va durer quelque chose comme une demi-heure, on verra, puis ça va durer en fait en fonction de vous. Une fois que ce temps sera terminé, ce que je vais vous proposer, c'est de dire quels sont les sujets qui vous intéressent et que vous avez envie de partager. Quelles sont les choses que vous avez envie de faire ce soir entre nous? Qu'est-ce qu'on peut faire qui soit vraiment intéressant? Est-ce qu'il y a des sujets que vous avez envie de proposer? Est-ce qu'il y a des sujets que vous avez techniques que vous avez envie de creuser, des pratiques que vous avez envie d'essayer, des katas que vous avez envie de lancer, des choses que vous avez envie qu'on puisse partager entre nous? On prendra quelque chose comme 1h30 en fait là-dessus. Donc on a un temps un petit peu conséquent, on peut partager entre nous sur ces sujets-là. Donc en fait, je vous solliciterai, je vous demanderai de vous lever et d'utiliser en fait le papier et les crayons qui sont là, de manière à pouvoir proposer des sujets, ensuite de rester avec moi, ensuite de pitcher ces sujets, 30 secondes d'envoyer du rêve, quoi, d'expliquer pourquoi c'est le sujet de la soirée et qu'il faut absolument voter pour celui-là. Parce qu'ensuite, c'est vous tous qui allez voter pour les sujets. On va récupérer les 2-3 sujets les plus saillants et on va se débrouiller pour former des groupes. Peut-être un ici, peut-être 2 dans la salle qui est à notre disposition derrière, de manière à pouvoir prendre le temps de faire des choses. C'est un espèce de format rapide qui s'apparente à un forum ouvert. Et dans ce type de format, en fait, quelle est votre place? Votre place est là où bon vous semble. Et si pendant la soirée, en fait, vous vous dites ce sujet, je pensais avoir quelque chose de très important à y faire, et en fait, il y a quelque chose, je vais peut-être aller dans l'autre sujet, je vais vous demander en fait de le faire, et je vais vous demander de suivre vos 2 pieds, là où vos 2 pieds ont envie d'aller. D'accord? Et je pense qu'on peut peut-être tous s'accorder de ne pas se formaliser. Si à un moment donné, quelqu'un se dit « je pense que cette conversation, en fait, elle est très bien, mais je ne sais pas pourquoi, j'y participe pas. C'est pas le truc que je dois faire ce soir. » Ben, en ce cas-là, allez faire autre chose, allez vivre autre chose. Est-ce que ça vous va, ça, comme règle? Et du coup, de ne pas vous formaliser si quelqu'un a autre chose à aller vivre ce soir. Ça marche? Ok, ça roule. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre un petit peu de temps. J'espère, en fait, vous avez jusqu'à quelle heure vous avez l'autorisation de rentrer tard? Tout va bien? Parce que, en fait, je voudrais rester jusqu'à pas très tard, mais il se trouve que moi, il y a un truc que j'aime bien aussi dans cet exercice, c'est à la fin de se regrouper tous ensemble pour se raconter ce qui s'est passé. D'accord? Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est de terminer cette soirée à 22h, mais de vraiment prendre le temps de se raconter ce qui s'est passé avant 22h.
Ok, ça vous va? Ça marche? Vous avez des questions? Ok, ça roule. Eh ben, on va pouvoir démarrer effectivement. Et en fait, là, moi, je fournis du format et ensuite, on va voir ce qui va se passer, de quoi vous, ce soir, vous avez tous envie de nous parler. Et du coup, ce que j'ai envie de vous proposer, euh, c'est euh, c'est de vous dire quelle est la première personne qui a envie de nous proposer quelque chose. Ah, j'avais oublié un détail en fait, lié à la captation, à ce micro, tous ces trucs-là. Euh, alors, il y a une captation ce soir, c'est très cool. Si vous avez envie de faire un lightning talk, de proposer quelque chose, mais que vous n'avez pas forcément envie de le faire dans le cadre de cette captation, à un moment donné, en fait, on va l'arrêter et je continuerai après l'arrêt de cette captation de demander si vous voulez participer en faisant un lightning talk ce soir. D'accord? Ce qui fait qu'en fait, du coup, vous avez le choix, c'est à la carte. Vous faites vraiment comme bon vous semble, parce que c'est un peu le format de la soirée, quoi. Ça vous va? Ok. Du coup, je vous écoute. Est-ce qu'il y a un super article que vous avez lu cette semaine qui vraiment vous vous dites non, ça c'est vraiment génial, il faut que les gens sachent? Est-ce que vous êtes en train, dans vos pratiques, de commencer à apprendre un nouveau geste? Vous faites un nouveau truc, vous trouvez ça bizarre et vous avez juste envie de dire je trouve ça bizarre. Ça peut être simple en fait. Alors il y a un côté un peu plus intimidant quand il y a un micro et quand il y a des lumières. C'est moins intimidant quand on a des bières à la main peut-être. Mais enfin je veux dire, à ce détail près, on est entre nous quoi. Il y a une tireuse à bière là-bas, et il y a quelqu'un ici qui s'est levé en disant je vais aller chercher les gobelets. Je veux dire, bravo. Allez, viens. Quel est ton prénom? Sébastien. Une salle d'applaudissements pour Sébastien, pour lui donner du courage. J'ai un sujet, mais je ne sais pas trop comment formaliser en fait la chose. Je pense qu'on est tous dans des missions où on voit un peu de code legacy et on se pose toujours la question qu'est-ce qu'on fout un peu là et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer en fait. Et moi, ce soir, j'aimerais parler un peu de ce genre de choses. Comment vous vivez certaines choses sur vos missions justement, où vous dites bah, moi, j'aimerais refactorer un peu. Je ne sais pas comment le faire. Est-ce que je vais pouvoir le faire? Est-ce que je vais avoir les droits de le faire? Enfin, voilà, j'aimerais un peu parler de ça. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse personnellement. Voilà. Bah, je sais pas. Je sais pas. Ça, Je te remercie. En fait, je ne sais pas dans quel sens tenir ce micro de manière euh, ce que ça ne fasse pas des sautes de voix. Euh, Merci pour ça, d'avoir partagé ça. En fait, ce que je vais vous proposer, c'est si vous voulez proposer des sujets de discussion, des sujets de partage, en fait, on va le faire tout à l'heure, hein, une fois que les Lightning Talks seront terminés. Mais déjà, c'est super cool que tu aies partagé avec nous, que tu aies eu le courage déjà de venir, c'est super cool, et que tu aies partagé avec nous ta volonté de faire des trucs sur ce sujet. Ouais, ouais, c'est cool. Quel est ton prénom? C'est Père. Je te passe le micro. Merci. Bonsoir à tous. Ça fait un petit moment que je m'intéresse à DDD, Domain Driven Design. Et en parallèle, je m'intéressais aussi à Clean Code. Donc d'abord, j'ai commencé à faire du Clean Code sur mon code. Donc j'avais en fait des notions métiers dans mon code qui n'étaient pas forcément très claires. Et vu les règles de Clean Code, je commençais à les modifier, à donner un nom plus clair à
ce genre de, comment dire, par exemple, variable ou nom de méthode qui faisait une référence, oui. Oui, alors pardon, comme on est dans une soirée craftsmanship, je considérais que ça fait partie de connaissances de tout le monde. Donc, excusez-moi. Alors, Clean Code, c'est certaines méthodes qu'on utilise pour améliorer la qualité du code et augmenter la maintenabilité du code. Donc, c'est une manifeste qui vient du manifeste Agile. Et le leader, c'est Robert C. Martin, connu sous le nom Uncle Bob. Donc, en très résumé, en une phrase, c'est ça le Clean Code. Donc, il y a le livre Clean Code, dont l'auteur c'est Uncle Bob. Vous pouvez le lire. Il n'y a que des bonnes choses là-dedans. Domain Driven Design, ou DDD, c'est une autre méthodologie. C'est aussi une méthodologie agile qui focus sur le domaine métier et fait la conception à partir du domaine fonctionnel. Voilà en résumé, pareil, ce qui est DDD. Donc, il y a un livre bleu que, pareil, vous pouvez lire. Il y a aussi un autre livre, DDD vite fait. C'est une version française de ce livre qui exprime très bien l'essentiel du DDD. Quand on parle de Clean Code, on parle beaucoup de lisibilité du code. Et quand on parle de lisibilité du code, c'est quand on écrit une partie du code, une méthode, qui est très parlant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'entrer dans le cœur de la classe ou la méthode pour comprendre ce qu'il fait. Juste en lisant, par exemple, le nom de la méthode, on peut comprendre ce qui se passe. Donc, c'est de là que j'ai commencé à parler, en fait. Donc, j'apprenais du Clean Code, je faisais du refactoring sur mon code. Je voyais des noms de méthodes ou variables pas très compréhensibles et qui faisaient référence à des notions métiers. Donc, comme je commençais à apprendre à faire du Clean Code, je modifiais, je refactorais ces noms de variables, ces noms de méthodes, ces noms de classes. Et ça donnait quelque chose assez long, mais compréhensible. Quand j'ai commencé à apprendre du DDD, je me suis rendu compte que ce que je faisais, c'était pas correct. Pourquoi? Parce que l'objectif du DDD, c'est quoi? C'est qu'on crée... en fait, c'est les développeurs, c'est l'équipe technique qui va apprendre le métier, qui s'adapte au domaine métier, domaine fonctionnel, et pas le product owner ou l'équipe ou l'équipe métier qui s'intéresse à du technique. Donc, garder cette connaissance métier dans le code, c'est bien. Pourquoi? Parce que un autre développeur qui vient découvrir le code, il commence tout de suite par des notions métiers. Il se familiarise tout de suite avec le vocabulaire métier fonctionnel. Donc voilà, ce que je voulais partager ce soir, c'était ça. C'était, si vous voyez quelque chose de bizarre qui ne veut rien dire pour vous au début dans votre code, ne commencez pas tout de suite à le modifier. Renseignez-vous pour voir ce que ça donne. Peut-être que c'est quelque chose d'important au niveau métier. Et par contre, pour le reste du code, effectivement, si ça n'a pas un lien avec du fonctionnel, effectivement, vous pouvez donner des noms plus clairs à vos méthodes, vos variables et vos classes. Voilà. C'est cool, merci beaucoup pour ça.
Merci beaucoup aussi pour avoir posé la question. En fait, le but n'est pas d'exposer des acronymes magiques. Le but est effectivement de partager et d'expliquer, et c'est super cool. Très bien. Qui a envie de poursuivre? Yes, je veux une main levée. C'est ton tour. Quel est ton prénom? Jonathan, bienvenue. Je te passe la parole. Bonsoir. Je voudrais partager quelque chose que j'ai observé et qui a été remonté à mon esprit par la super introduction de Sébastien sur le code legacy. Moi, ça fait quelques années que je développe. Il y a une bonne partie de la code line dont je suis responsable qui est du code legacy. Du bon code legacy, comme on aime. En observant les développeurs autour de moi et en observant mon propre sentiment en fait face à ce code et face aux hauts et bas qu'on peut voir dans la qualité de ce code, j'ai vu un peu deux attitudes. La première attitude, c'est une attitude qui est un peu naturelle, c'est de se dire que ce code, c'est l'ennemi, que ce code a été codé par un abruti qui nous veut du mal. Et de s'arrêter là. Et une deuxième approche, c'est de se dire, ce code est là, qu'est-ce que j'en fais? Et en fait, j'ai l'impression qu'au début de notre carrière, on choisit un chemin ou un autre, et puis on le poursuit, en fait. Et je pense que c'est important de faire ce choix-là. Et à mon avis, le bon choix, c'est de prendre la deuxième solution. Quand on y réfléchit rationnellement, le code legacy n'est pas l'ennemi. Déjà, le code legacy, comme son nom l'indique, c'est ce qui a permis probablement ce qui a permis au produit d'être là aujourd'hui. C'est-à-dire sans ce code-là, il ne serait pas là, on ne serait pas employé, on ne serait pas payé. Donc moralement, presque, on lui doit quelque chose. Deuxièmement, parfois quand on voit du code, on voit du code qui est mal codé. On voit du code qui est pas clair, qui est mal nommé, on voit du code qui respecte pas des pratiques. Et du coup, on a tendance à avoir cette attitude de dire bah, si je l'avais fait moi, je l'aurais fait beaucoup mieux que ça. Maintenant, d'un point de vue réaliste, ce code-là, il n'a pas forcément été écrit aujourd'hui. Il y a du code qui est écrit depuis des années, depuis 10 ans, depuis peut-être 20 ans. Et à l'époque, on n'avait pas le recul qu'on a aujourd'hui sur les bonnes pratiques de code. Et peut-être que si nous-mêmes, on avait été dans ces conditions au moment où le code a été écrit, on n'aurait peut-être pas fait mieux que ça. Et du coup, penser à ça, je trouve que ça nous redonne une petite dimension d'humilité face à ce code-là auquel on pourra avoir un a priori nous, on est de meilleure qualité. Et en plus de ça, c'est pas un abruti qui nous veut du mal qui a codé ce code. Généralement, le code legacy, il prend cette dimension de legacy par une accumulation de personnes et de fixes qui sont passées par là au fil des années. Et du coup, nous-mêmes en tant que personne, on ne peut pas dire qu'on est mieux ou plus fort que cette accumulation. On ne peut pas viser une personne en particulier qui aurait fait ça, quoi. Du coup, je pense que l'efficacité qu'on a par rapport à ce code qui est là, et avec lequel on doit bosser, elle dépend beaucoup de notre approche. Et c'est ce que je voulais partager ce soir. Merci. Je suis l'abruti qui écrit le code legacy. Enfin, en tout cas, quand je le relis le lendemain, souvent. Qui veut poursuivre? Ouais, je vois une main se lever, c'est trop cool. Quel est ton prénom? Jérôme, bienvenue. Alors, bonsoir à tous. Alors, je m'appelle Jérôme, je suis développeur DevOps. Je bosse pour une boîte que vous devez connaître, qui est un peu grosse, qui s'appelle Cisco. Je bosse pour cette boîte depuis 1 an environ. Et c'est une boîte qui a une caractéristique particulière, c'est-à-dire qu'ils poussent à fond pour travailler en mode distribué. Donc, moi, dans mon équipe, j'ai des gens en Inde, en Israël, en Angleterre. Et je vais au bureau tous les jours. Je n'en serais pas obligé, mais j'y vais. Mais les gens qui sont assis à côté de moi ne travaillent pas sur le même sujet que le mien. Et ça, j'y étais pas habitué avant. Avant, j'avais une équipe autour de moi, on bossait tous sur le même sujet, et puis on se tirait un peu la bourre. Et le fait de ne pas avoir ce contact physique, ça a changé beaucoup de choses dans ma manière de travailler, dans ma manière de me motiver. Et je me suis beaucoup intéressé à un sujet qui s'appelle la productivité personnelle. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé des choses à propos de ça. Il y a différentes méthodes qui sont assez connues dans le domaine, comme
le personnel Kanban comme Getting Things Done. J'ai un peu exploré la chose et il y a 2 choses dedans dont moi je me sers beaucoup. Donc, de personnel Kanban, ce que j'ai tiré comme chose principale, c'est le fait de mettre toutes ces tâches, que ce soit des tâches personnelles ou des tâches du boulot, de tout mettre dans une liste ordonnée, avec des priorités, etc., dans le but de décharger son cerveau des informations. Donc une chose que j'avais remarqué quand je bossais, c'était que souvent je commençais une tâche, et puis au bout de, je sais pas, peut-être 20 minutes, je m'arrêtais, je me souvenais, ah mais il faut aussi que je fasse ça. Puis je switchais, je passais sur une autre tâche. De manière quasiment inconsciente, je changeais de tâche. Et ça, c'est en fait, c'est normal, c'est notre cerveau, quand on a des choses à retenir, de temps en temps, il nous rappelle, il nous dit, ah, ça, tu t'en souviens, pense-y. Et ça, c'est quelque chose de mécanique, vous ne pouvez pas l'éviter. Le seul moyen de l'éviter, c'est d'être sûr que l'information est stockée à un endroit où vous pourrez la retrouver. Donc c'est à ça que sert Personnel Kanban. Ça permet finalement de stocker toutes les choses qu'on va faire à un endroit précis. Et si on le consulte régulièrement, notre cerveau va savoir que c'est sûr qu'on va retrouver l'information à un moment donné dans la journée. Par exemple, vous pouvez le regarder tous les matins ou je sais pas, à midi tous les jours. Et ça va décharger votre cerveau et ça va vous permettre de mieux vous concentrer sur les tâches que vous réalisez. Un autre truc que j'ai appris, alors ça concerne surtout les gens, je pense, qui commencent un peu à ma génération, moi j'ai un peu moins de 30 ans, c'est le smartphone. Donc moi, le smartphone, il me dérange beaucoup dans mon travail. Donc je ne sais pas si ça vous arrive de checker votre smartphone 50 fois dans l'heure. Moi franchement, ça peut m'arriver. Et j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps qui expliquait pourquoi en fait on avait cette tendance-là. Et je pense au plus on est jeune, au plus on peut avoir cette tendance-là. Donc quand on reçoit un message, une notification, ou quand on reçoit quelque chose sur notre téléphone, notre cerveau sécrète de la dopamine. Et la dopamine, c'est quelque chose qu'on peut également, un effet qu'on peut aussi recevoir quand on prend de la drogue ou quand on boit de l'alcool. Ça peut être drôle, mais au final, nous, inconsciemment, toujours la partie de notre cerveau un peu inconsciente, elle aimerait bien retrouver cet effet-là. Et donc régulièrement, on va aller checker notre smartphone et puis on va essayer de regarder, est-ce que j'ai pas une notif et tout. Et si on l'a, on va pas le ressentir directement parce que ça va être un tout petit effet, mais on va être quand même content de le recevoir. Je ne sais pas si un jour, par exemple, vous avez eu votre téléphone, je sais pas, il était cassé ou il n'y avait plus de batterie, ou vous l'avez oublié chez votre grand-mère, vous avez dû attendre 2 jours pour le retrouver. Vous avez eu un sentiment de soulagement, vous étiez vachement content de retomber dessus. En soi, c'est normal, c'est votre cerveau qui voulait aller checker, etc. Et vous ne pouviez pas. Donc là-dessus, pour moi, j'ai pas une solution exceptionnelle. J'ai quand même une petite solution. Donc j'ai installé une application sur mon téléphone qui s'appelle Forest. Alors je suis sûr qu'il y en a des mieux. Mais moi, pour l'instant, je connais que celle-ci. Et si vous en avez d'autres, j'aimerais bien qu'on en discute. Donc c'est une application qui aide à vous concentrer, qui va bloquer votre téléphone. Vous lui dites là, pendant l'heure qui vient, je veux me concentrer et je veux pas être dérangé. Donc l'application va bloquer votre téléphone. Et le principe, c'est que ça vous fait une sorte de petite forêt, ça plante un arbre. Et si jamais vous décidez d'interrompre le processus, ça tue l'arbre et vous avez un arbre mort dans votre forêt. Bon, c'est pas... Ça peut faire rigoler, c'est pas facile de s'y tenir parce que c'est pas une contrainte énorme. En même temps, le téléphone, il vous appartient, on peut pas vous couper un bras si vous annulez le truc. Mais en tout cas, moi, ça m'aide à avoir un peu plus de discipline par rapport à ça. Quand par exemple, je veux me dire, là, je veux lire cet article, je sais que ça va me prendre 30 minutes et je veux pas que ça m'en prenne 1 heure parce que j'ai été faire des trucs à droite à gauche. Et au moins, je fais ça, je coupe le téléphone et je sais que je suis capable de me concentrer là-dessus. Donc voilà, si vous voulez discuter de tout ce qui tourne autour de la productivité personnelle, moi j'en serais ravi parce que je prends tous les conseils pour mieux gérer mon temps, mieux m'organiser, gagner du temps, être plus efficace. Merci. Merci beaucoup. Qui a envie de poursuivre? Allez, une main se lève. Ton prénom? Philippe. Bienvenue.
Bonjour. Alors, je vais vous parler d'un truc qui concerne apprendre. Moi, j'ai 38 ans, j'ai une famille, je code toujours. Et du coup, ben, faut que je tienne au courant. J'ai toujours des tonnes de trucs à apprendre. C'est un challenge, quoi. Enfin, je crois qu'on a tous un peu choisi le métier parce que bah, on aime bien apprendre. C'est cool de découvrir des nouvelles choses. Mais il y a des fois, c'est pas facile non plus. Donc, il y a les deux côtés. Et il y a pas longtemps, en fait, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Les 20 premières heures, en anglais. Et bon, l'idée est très simple, c'est un mec qui explique sa technique pour apprendre à peu près n'importe quoi en 20 heures. Donc il donne l'exemple, lui il a appris des tas de trucs, il a appris le ukulélé, le yoga, les échecs, je sais plus quoi, enfin le windsurf, enfin des tas de trucs comme ça en 20 heures. Donc il est assez fort, mais sa technique elle est un peu bidon en fait, c'est de dire ben, au début vous commencez, vous prenez des tas de théories, vous l'explorez en largeur d'abord. Après 6 heures, vous avez à peu près une idée globalement, vous commencez à vous sortir la tête de l'eau. Vous faites un plan pour ce que vous voulez faire à la fin pour apprendre. L'idée, c'est d'apprendre en essayant, en fabriquant quelque chose. Et puis ensuite, vous passez vos 14 heures qui suivent à essayer de fabriquer quelque chose. Et à la fin, bah, vous devriez en sortir quelque chose. Donc je me suis dit, ah, super, j'ai trouvé une super technique pour apprendre. Et j'ai réglé mon problème pour toute ma vie. Donc j'ai essayé. Alors je me suis dit, bah, je vais faire encore mieux, je vais essayer au boulot. Donc j'ai trouvé des gens pour essayer avec moi. On a essayé au travail et j'ai demandé bah, qu'est-ce que vous voudriez apprendre. Alors tout le monde voulait apprendre des trucs super cool, comme le machine learning. Donc on s'est dit bah, on va essayer ça. Donc, bon, vous jugerez de la qualité de l'idée d'apprendre le machine learning en 20 heures. Mais au final, on a quand même essayé. Donc on est parti là-dessus. Donc en fait, ce qui s'est passé pendant l'expérience, c'est que pendant les 6-8 premières heures, il y a eu beaucoup de casse dans la motivation de tout le monde. Surtout sur le fait que en fait, on part un petit peu sans rien, on ne sait pas trop où on va. Au début, il faut se construire soi-même son plan de learning. Donc bon, assez rapidement, on s'est retrouvé à peu près 2. Ensuite, on a continué. À peu près à 8 heures, j'ai commencé à sortir la tête de l'eau. J'avais lu des docs, des trucs. J'avais compris en gros les principes généraux du machine learning, ce qui était déjà en soi pas mal finalement. Et puis je me suis dit, ah bah tiens, j'ai une idée, je vais faire une petite librairie pour tester la complexité d'un algo. En fait, donc l'idée c'est de dire, vous prenez un bout de code, vous le mettez dans une lambda et vous dites, bah maintenant je voudrais assert que ce truc-là il soit linéaire ou assert que ce truc-là il soit quadratique ou quelque chose comme ça. Donc en vrai, c'est des mathématiques de lycée quoi. C'est des régressions, c'est une régression linéaire pour faire les moindres carrés. Mais en fait, tout ça, ça rentre dans le machine learning. Et en fait, pour coder ça, ça m'a pris à peu près 14 heures. À la fin, j'ai eu un truc qui marche, qui fait pas des tonnes de cas. J'étais obligé d'enlever des tas de cas compliqués pour réussir à ce que ça tienne en 14 heures. Mais j'ai quand même une petite lib open source qui fait ça. Ce qui est intéressant, c'est que ça m'a quand même permis de découvrir le principe du machine learning dans le sens où c'est pas juste des recettes à appliquer automatiquement, c'est on a des données, puis à chaque fois on gratte un peu, on comprend un peu mieux, on essaye quelque chose et on réitère comme ça. Tout ça pour dire que finalement ce bouquin qui donne une méthode un peu bidon et qui a l'air comme ça un petit peu bateau, en fait ça marche. Il n'y a pas trop de secrets, on peut apprendre beaucoup de choses en 20 heures, il faut juste se focusser. Il faut avoir un petit peu de willpower, il faut un peu de persévérance, quoi. Mais moi, en fait, apprendre et continuer à apprendre et trouver des bonnes techniques pour apprendre et rester pertinent comme dev, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc, s'il y a des gens que ça intéresse, je serais ravi d'en parler après. Voilà, merci. C'est cool, merci beaucoup. Pardon ? Non, c'était pas 20 heures d'affilée. Au début, quand j'étais avec le groupe au boulot, on a essayé de faire 2 heures par semaine, ce qui est pas assez focus. Après, quand j'ai réussi, à la fin, quand globalement j'étais tout seul pour finir mon truc, je me suis pris 1 heure par jour pendant les vacances de Noël et puis ça a fini le truc. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole à son tour? Ou est-ce qu'on a fini ce premier round? Allez, il y a une main qui se lève. C'est parti. Ton prénom? Augustin, bienvenue. Bonsoir. Alors moi je suis toujours étudiant, donc j'ai pas énormément d'expérience en tant que dev. Mais ce soir j'aurais voulu vous poser une question, juste pour faire un sondage. En plus il y a plein de personnes, ça va être trop cool pour mon sondage. En fait, sur une note de 1 à 5, j'aimerais savoir combien il y en a d'entre vous, enfin à quel point vous êtes déjà engagé pour une association
avec vos compétences de dev. Donc j'aimerais que tout le monde lève la main, si c'est possible, et que à 3, on mette tous une note entre 1 et 5. Ok, je recommence. En gros, l'idée, j'aimerais voir à quel point les devs ont déjà mis leurs compétences de dev au service d'une asso. Les deux. Déjà dans leur vie. C'est plus clair ou pas? 1, c'est jamais. Et 5, c'est quotidiennement ou régulièrement, je m'investis, je mets mes compétences de dev au service d'une asso. Donc si c'est possible, je lance le chrono à 3. Allez, tout le monde lève la main, s'il vous plaît. 3, 2, 1. Ok, il y a beaucoup de 1, il y a des gens qui ont des 5. Mais beaucoup de 1, beaucoup de 2. Et en fait, il se trouve que on a essayé avec des amis de rencontrer quelques assos pour voir à quel point ils prenaient un peu le pas de on va utiliser des technologies pour essayer de démultiplier notre impact. Ils se sont rendus compte que en fait, il y avait quasiment 0 dev dans toutes les assos qu'on connaissait. Il n'y en a que très très peu. Il y en a qui recrutent aussi, mais c'est très dur pour elles parce qu'elles n'ont pas forcément les moyens. Et on s'est dit, le sujet que j'aimerais proposer ce soir, et je suis vraiment ravi d'avoir votre avis, c'est à quel point et comment, en tant que dev, on pourrait, ou futur dev, on pourrait mettre nos compétences au service des assos. Comment on aimerait s'engager et comment ce serait possible. J'aimerais du coup faire un deuxième sondage, maintenant que vous connaissez le principe du sondage. C'est à quel point vous seriez prêt à le faire. Parce que globalement, les réponses étaient plutôt je ne le fais pas. Et est-ce que vous seriez prêt à le faire passer du temps pour une asso qui n'a pas forcément les compétences internes? Donc j'aimerais refaire le petit sondage. C'est super cool, merci. 1, 2, 3. Cool, tout le monde est super honnête, c'est trop cool parce qu'il y a plein de 1, il y a des 3, il y a des 2, et il y a Manon, une amie qui arrive. Super. Merci beaucoup, je suis ravi d'en discuter avec vous et merci d'avoir été super honnête, surtout sur la deuxième question. Et merci. Voilà. Bravo et merci d'avoir hacké le format en proposant ton sujet au moment où c'était pas le moment proposé. Mais en même temps, tu as fait acte de liberté pour le faire. Et je te remercie pour ça, sincèrement. C'est cool. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut prendre la parole? Oui, volontiers. Bruno, bienvenue. Bonjour, moi j'ai quelques années donc, de dev, ça vous pouvez vous en douter. J'ai bien aimé le fait de machine learning en 20 heures. Donc nous, des sujets sur lesquels on passe un certain niveau de compétences, et après ça on a une idée et on suit ou on ne suit pas, j'en ai déjà fait beaucoup. Il y en a un qui m'a un peu résisté sur le côté, en un certain nombre d'heures, j'ai une idée, une perspective de ce qu'on peut en faire. C'est le quantum computing. Je ne sais pas si vous avez touché à ça, je ne sais pas si vous avez regardé à quoi ça ressemble, je ne sais pas si vous avez essayé le système d'IBM qui le met en libre service, c'est gratuit, vous pouvez aller essayer de résoudre des algorithmes avec de l'informatique quantique. Honnêtement, moi, s'il y a des gens qui sont allés dedans et qui ont justement compris vers quoi on pouvait aller, il y a quand même un effondrement combinatoire qu'il faut prendre dans l'algorithmique. Donc, on ne va pas coder la même chose, on ne va pas coder dans toutes les directions de la même façon et pas avec les mêmes outils. Donc, s'il y a des gens qui s'intéressent de parler de ça, moi, je suis candidat. Là moi, j'ai eu un obstacle, hein, je ne vous le cache pas. Eh bien, merci pour ce partage. Je vais vous proposer, en fait, à présent, on a le sponsor de ce soir, en fait, qui voulait dire un mot. Et donc, je vais vous proposer de venir ici et dire un mot, et ça me fera plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous. Au nom de la Société Générale, en tout cas, on est très content de sponsoriser cet événement. Pour nous, en fait, tout ça s'inscrit dans une logique de valoriser un peu plus le développement et en particulier l'open source. Alors, d'ailleurs, ça pourrait être un vrai sujet pour ce soir, puisque nous, c'est un mouvement qui est vraiment venu en fait, de nos développeurs à la base. On est quand même une grande entreprise, hein, on est 150 000 salariés, plusieurs milliers d'informaticiens. Faire de l'open source, ça peut paraître évident, on en fait tous un petit peu par-ci par-là, hein, du Tomcat, du JBoss, et j'en passe, hein, toutes les technologies de développement. Mais on voulait aller plus loin, se dire on en veut encore plus. On ne veut pas de base de données propriétaires, par exemple, on veut des bases de données open source, etc. Et ça a vraiment été impulsé par nos développeurs. Et en fait, ce qu'ils nous ont même insufflé, c'est de se dire c'est bien qu'on en utilise, mais on veut aussi contribuer. Alors, je ne sais pas si vous aussi vous sortez ce besoin en tant que développeur de dire tiens, j'utilise des briques open source, je vois quelque chose dedans qui
qui me dérange, qui me plaît pas, ou en tout cas que j'ai envie d'améliorer. Et naturellement, en tout cas, c'est pour vous une évidence de dire hop, je fais ma pull request et j'ai fait ma contribution. Bah, nous aujourd'hui, c'est juste une réflexion qu'on a, et c'est plus qu'une réflexion, c'est une ambition qu'on a et qu'on est en train de déployer à la Société Générale, en tout cas, d'essayer de pousser un peu plus de contributions. Alors, en tout cas, nous, on serait ravis aussi de partager cette idée-là avec vous. Et encore une fois, on est vraiment très heureux et je suis impressionné par la qualité des échanges en tout cas. Voilà, merci. Eh bien, merci beaucoup, c'est cool. Je vais vous proposer de passer maintenant à la phase 2. Et en fait, dans ce second temps, je vais vous proposer de prendre possession des quelques stylos feutres qui sont là et des feuilles qui sont ici pour écrire un sujet sur une feuille A4. Vous écrivez en gros un sujet de quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de faire dans le reste de cette soirée, que vous avez envie de partager. Et du coup, là, ça va être le bordel. Je vais vous proposer de vous lever et de venir participer à ça. Je viens de me rendre compte d'un truc, c'est qu'en fait, j'ai pas fait le truc que j'avais dit tout à l'heure, en disant qu'on allait mettre fin à la captation et qu'on allait remettre vous allez vous redonner la parole. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse? Est-ce qu'il y a une main qui se lève et de quelqu'un qui a envie de faire un lightning talk en n'étant pas dans cette captation? Je vous regarde. Ok, bon, ça marche. Donc comme ça, on a fait tout ce qu'il fallait pour tout le monde, et c'est cool. Donc, je reviens à ce que je disais. Je vais vous proposer maintenant, en fait, de proposer les sujets. Il y a un certain nombre de sujets qui ont déjà été proposés. Je vais vous proposer de vous lever et d'écrire ça sur une feuille A4. Et je vais vous proposer à tous de rester dans le coin parce que pour proposer les sujets, on va faire une espèce de course. Ça va durer vraiment 3 minutes, le temps de se lever et d'aller écrire un sujet. Et ensuite, je vais vous proposer aux gens qui proposent un sujet de rester là et de pitcher pendant 30 secondes en envoyant du bonheur sur leur sujet. Pourquoi, en fait, il faut passer du temps là-dessus. Et ensuite, ça va être le bordel. Je vais vous demander de tous vous lever et d'aller voter pour savoir quels sont les sujets qui vous intéressent, qu'est-ce que vous avez envie de faire ce soir. Ça vous va? Ok, ben ça marche, c'est parti.